re-bienvenue dans QA. Aujourd'hui on va parler amour, on va parler gloire, on va parler beauté, mais surtout on va parler cul. Ouais, t'as compris, c'est le relooking d'Aphrodite. Et pour que la vidéo soit aussi sublime que la grande déesse dorée, on a avec nous notre pote Superstop qui est peintre et qui va s'occuper de planter le décor en live. Et pour parler d'Aphrodite, on va essayer de déconstruire un certain nombre de gros clichés sur la déesse. Je suis sûre que si je te dis Aphrodite, tu penses à la douceur, à l'amour, tu penses probablement à ça. Donc une très belle déesse avec du vent, voilà, suave, tout ça, tu vois. Aphrodite, on la voit souvent comme préposée aux œuvres de la paix, du monde des femmes, et surtout étrangère à tout ce qui touche à la sphère des hommes, à la masculinité, etc. Mais c'est un cliché bien tenace qui s'est construit au fil du temps, comme on va le voir. En effet, Aphrodite c'est bien la déesse extrêmement belle, genre méga belle à tomber par terre, etc. Mais ça n'est pas que douceur et volupté, loin de là. C'est une figure qui contient énormément de violence, de danger, surtout pour les mortels, et surtout de sexe, de méga sexe, de pulsion charnelle, de désir érotique, de contrainte dans la pulsion physique. Faut bien comprendre la différence entre ce que nous on met derrière le mot amour et ce que les anciens mettaient derrière le mot amour pour parler d'Aphrodite. Comme on considère souvent la Grèce comme le berceau de notre civilisation occidentale parce qu'elle serait la première à avoir connu un certain nombre d'éléments qui caractérisent notre société comme la démocratie ou la philosophie, on a tendance à projeter nos catégories de pensée sur elle ou à les déformer et on a tendance à oublier ce qui fait ses particularités historiques et qui parfois peuvent être très éloignées de nous. Alors déjà il faut comprendre que les déesses de l'Antiquité ne sont pas un espèce de gros symbole de la féminité en général avec chacune qui assume sa part, genre Aphrodite, l'incarnation de la beauté éternelle, Artémis, la jeunesse éternelle, Héra, le mariage, etc. Les divinités grecques c'est des puissances divines. C'est pas de simples projections d'un aspect de la vie humaine. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs écoles en ce qui concerne la vision d'Aphrodite et des dieux antiques en général. Là je vais te parler un peu recherche, tu vois. La vieille école, donc à la manière d'un manuel de mythologie de la fin du 19e, début 20e, c'est de mettre les dieux dans des cases bien cloisonnées, bien séparées, avec une personnalité précise, humanisante, avec une forme anthropomorphe, donc une forme humaine, et donc de les traiter de manière séparée. A l'inverse, depuis quelques années, on essaye de comprendre les panthéons antiques comme un tout dynamique, et surtout comme un système. On essaye de comprendre les divinités non pas comme des divinités isolées, mais bien comme faisant partie de ce tout, et comme étant plurielles elles-mêmes aussi, c'est-à-dire avec une nature souple, plastique, etc. En constant mouvement. En mouvement. Alors l'image d'Aphrodite assez réduite qui n'est que en charge de la sphère des femmes, de l'amour et de la beauté, etc. il faut l'oublier. Aphrodite elle contient plein de nuances sombres, guerrières et même politiques. Aphrodite avant tout c'est la déesse née de la mer qui a émergé des flots dans le ciel. Elle se situe donc dans cette zone de mélange entre ciel et mer, elle est partout où ces deux royaumes se touchent, mais aussi partout où les frontières physiques sont brouillées, dans ce que les Grecs appellent la mixis, donc le mélange, et donc aussi dans le mélange des corps. J'ai fait un rictus dégueulasse. Ouais, ça va. Pour essayer de comprendre la déesse, on va commencer par son origine. Mais pas son origine concrète, genre où est-ce que pour la première fois sur Terre est apparu le premier culte d'Aphrodite, gna gna. Puisque en fait le panthéon antique est constamment en redéfinition, etc. Donc ça n'a pas vraiment de sens de chercher un état originel. Alors du coup on va pas parler de l'origine concrète d'Aphrodite, mais de son origine dans le récit mythologique, c'est-à-dire de sa naissance. Et comme toujours, il y a plusieurs versions. Les deux principales c'est soit qu'elle est née d'Ouranos, soit qu'elle est la fille de Zeus et Dionée. Et dans les deux cas, on voit son association avec le ciel et la mer, mais aussi avec la virilité. La version la plus connue, qui l'a fait descendre d'Ouranos, c'est celle racontée par Hésiode, un poète qui aurait vécu au 8e siècle avant notre ère, et il en parle dans la Théogonie, qui est un écrit qui raconte la naissance de l'univers, des dieux, des hommes, etc. Ouranos, je t'en ai déjà parlé, c'est le ciel qui s'est fait trancher les testicules par son fils, parce qu'il voulait pas se retirer de sa mère. Son fils qui lui a coupé les testicules, c'est Chronos, et une fois qu'il a fait ça, il les a jetés dans la mer. Donc on a un morceau du ciel qui entre en contact avec la mer, et le sperme d'Ouranos se mélange à l'écume de la mer. Et de ce mélange, qu'Hésiode appelle l'Aphros, naît Aphrodite, qui donc tire son nom de l'Aphros. Tu reprendras bien un peu d'Aphros. Aphrodite est née du mélange entre le ciel et la mer, mais elle est aussi née de la violence et de l'agression, autant de notions qui sont inhérentes à la définition grecque de la notion d'érotisme. Elle prend l'apparence d'une... Oui, j'ai mis mon écharpe parce que j'ai froid. Elle
prend l'apparence d'une belle jeune fille et puis elle vogue un peu sous les flots. Elle va toucher l'île de Cythère et puis enfin elle prend pied sur l'île de Chypre. Non, j'ai pas dit Chypre. Elle y est accueillie par les Heures, des déesses qui incarnent la division du temps en heures ou en saisons. Elle est accompagnée de deux entités qu'on appelle Eros et Hyméros. C'est pas toujours évident de différencier les deux. En gros, Eros, ça serait plus le désir sexuel, mais pour quelque chose de directement accessible, donc plus physique. Alors qu'Hyméros, c'est plus le désir lié à la mémoire d'un objet ou de quelqu'un inaccessible ou indisponible. Eros est le plus connu et il est souvent montré comme étant subordonné à Aphrodite, soit en étant son serviteur, soit en étant son compagnon, soit en étant son fils. Eros et Hyméros, on les représente souvent comme des petits bébés, comme des petits bébés joufflus avec des ailes, ou alors on les représente comme des beaux jeunes hommes dans des positions un peu érotiques. Ils sont puissants, agressifs, violents et ils infligent des blessures physiques et mentales aux amants. Pour les auteurs antiques, il y a vraiment une dimension hostile dans le désir érotique avec un effet imprévisible et dévastateur. Donc l'image de l'Aphrodite assez maternelle avec le petit Eros tout mignon, etc., elle est assez tardive et elle est sans doute influencée par les poètes et les artistes romains comme on va le voir après. Oh, mon maquillage a pas coulé. Bah disons qu'avec ta gueule, on peut pas faire grand chose. Mais son cortège ne s'arrête pas là. On la voit souvent en compagnie des Charites, que les Romains appellent les Grâces, donc des entités qui personnifient la plénitude, la grâce, la beauté, etc. et qui accompagnent Aphrodite, qui l'aide à préparer sa toilette, etc. 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 Ma nombril, etc. Pour finir sa description d'Aphrodite, Hésiode nous dit: et du premier jour, son privilège à elle, le lot qui est le sien, aussi bien parmi les hommes que parmi les immortels, ce sont les babilles de fillettes, les sourires, les piperies, c'est le plaisir suave, la tendresse et la douceur. Alors vous allez me dire, ah bah tu vois qu'Aphrodite c'est tendresse et chocolat? Ouais, mais la traduction que je viens de vous lire, elle est de Paul Mazon et elle date de 1928. Et vous allez me dire, ah bah pourquoi tu nous lis celle-là, elle est méga vieille? Eh bien parce qu'en France, on considère que c'est la traduction, the traduction, forever the best. Sauf que oui, cette traduction, elle est toute empreinte de clichés un peu pudiques et prudes de ce que c'est qu'Aphrodite. Et c'est normal, c'est une image bien solide, bien tenace qui s'est construite et s'est installée au fil du temps depuis des siècles. Par exemple, Mazon a traduit le terme philotès par tendresse, mais aujourd'hui des chercheurs ont démontré que le terme philotès, lorsqu'il était associé à Aphrodite, il désignait plutôt la relation sexuelle. Donc on prend la mesure de la fausse image bien tenace qu'Aphrodite a depuis un moment et qui persiste à travers ce genre de traduction. La deuxième version de sa naissance, c'est lorsqu'elle est la fille de Zeus et de Dionée. Ça, c'est une version qui est donnée dans l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Et là aussi, on retrouve le ciel et la mer. Zeus, c'est le grand maître de la foudre et le souverain du royaume céleste des dieux. Et Dionée, c'est une océanide, donc une espèce de nymphe de la mer. On voit donc cette filiation mer-ciel. Voilà pour les origines d'Aphrodite. Ensuite, suivant les versions, son mari c'est soit Héphaïstos, le dieu forgeron moche et boiteux, soit Arès, le dieu de la guerre sanguinolente. D'ailleurs, même quand elle est la femme d'Héphaïstos, elle est aussi la maîtresse d'Arès. Héphaïstos demande alors réparation à Zeus pour le comportement de sa fille. Aphrodite, elle est donc génératrice de conflits. D'ailleurs, elle est plus ou moins à l'origine de la guerre de Troie, puisque pour récompenser Paris de lui avoir donné la pomme et le titre de la plus belle des déesses, elle lui offre la main d'Hélène, mais qui est déjà une femme mariée, donc le mari d'Hélène va faire la guerre à Troie, qui est la ville de Paris, pour récupérer sa femme. Et d'ailleurs, c'est aussi pendant la guerre de Troie que l'on peut voir démonter l'un des clichés sur Aphrodite, celui qui veut qu'elle soit étrangère au milieu masculin et à la sphère martiale. Donc un passage où Aphrodite va sur le champ de guerre pour protéger un de ses mortels préférés, et elle est blessée par un soldat, donc elle s'enfuit pour aller pleurer auprès de son père et de sa mère, et Zeus se moque d'elle en lui disant qu'elle n'est pas faite pour la guerre et qu'il vaut mieux qu'elle laisse ça à Arès et Athéna, et qu'elle, sa sphère, c'est le mariage, les femmes, etc. Ce passage a conduit à beaucoup d'interprétations dans le sens du cliché que je vous ai présenté, c'est-à-dire une Aphrodite étrangère à tout ça, qui est plutôt du côté de la paix, de la sphère des femmes. Sauf qu'en fait, cette interprétation oublie vite qu'Aphrodite était sur le champ de bataille et qu'elle n'a pas peur de s'y rendre. Et d'ailleurs, elle y va à plusieurs reprises dans l'Iliade. De plus, c'est la femme ou la maîtresse d'Arès et ils ont en commun cette nexis, cette pulsion des corps l'un vers l'autre. Et ils sont tous les deux concernés par la fougue de la jeunesse, l'expression virile, aussi bien dans l'affrontement que dans le sexe. Et l'autre version dit aussi qu'elle est la femme d'Héphaïstos, donc le dieu qui fabrique les armes pour la guerre, etc. Donc elle est toujours plus ou moins liée à cette sphère-là. Et on sait aussi qu'il existait des statues d'Aphrodite armées. On en a quelques témoignages, par exemple pour Corinthe ou pour Sparte. Donc dans Aphrodite, on a l'idée de sexe et de violence. C'est elle qui préside et impulse le désir sexuel de tous les êtres vivants, mortels, immortels, animaux, humains, dieux. Sauf les trois déesses vierges, Athéna, Hestia et Artémis. Mais à part elle, personne ne peut lui échapper et on est tous
soumis à son pouvoir. Elle a le don de persuasion qui te fait passer à l'acte sexuel, bien sûr. C'est ce qu'on appelle la peito. Du coup, Aphrodite évidemment a toute une flopée d'amants, aussi bien chez les mortels que chez les immortels. Je vais pas vous faire la liste parce que sinon on y est jusqu'à demain. Oh oui! Mais sachez que d'une manière générale, sa relation avec les mortels est particulière. Pour les mortels, de toute façon, c'est un peu toujours la baise avec les dieux. Hein. Et Aphrodite, même si t'es son protégé, même si t'es son fils ou son amant, souvent ça finit mal pour toi. On cite comme exemple Anchise. Bon, Anchise c'est un pauvre mortel qui a rien demandé à personne. Alors pour pas lui faire peur, elle se fait passer pour une mortelle et elle lui révèle sa vraie identité après l'acte. Et là, Anchise évidemment flippe sa mère parce qu'il sait que qui dit Aphrodite dit emmerde. De leur union est né Énée, qui est considéré après par certaines versions comme un descendant des Romains. On note qu'Aphrodite a fait promettre à Anchise de ne rien dire de leur union, mais un soir où il est complètement bourré, bon ben il lâche le morceau. Du coup Zeus veut le punir en le frappant de la foudre, mais Aphrodite dévie le coup et Anchise se retrouve quand même boiteux. Mais bon, d'une manière générale, Aphrodite pour les mortels égale emmerde. Bon, je m'étale pas sur le culte d'Aphrodite puisque comme vous le savez, nous on se concentre sur les récits mythologiques, mais sachez qu'entre autres par exemple, elle était la patronne de pas mal de magistrats et de politiciens. Et donc ça casse un petit peu le cliché qui veut qu'elle ne soit pas dans la sphère masculine, parce que dans l'Antiquité, la politique c'est quand même principalement la sphère masculine. Le saviez-tu ? Et du côté romain, tu sais qu'Aphrodite, on considère généralement qu'elle a pour nom Vénus. Et bien sûr, elles sont pas tout à fait superposables, Aphrodite et Vénus, comme d'habitude. Vénus, elle est souvent associée à la végétation et au jardin. Et elle est très importante pour les Romains, puisqu'elle a donc ce lien de parenté avec Énée. Ça implique une image du coup un peu plus maternelle que l'Aphrodite grecque. Il est venu maintenant le temps de parler des représentations d'Aphrodite dans l'Antiquité. Alors elle est comment Aphrodite dans l'Antiquité? À poil, à poil, à poil, à poil, à poil, à poil. Et à poil. Mais attention, ça n'a pas toujours été le cas. C'est même depuis l'époque classique, donc environ à partir du 5e siècle, qu'on représente Aphrodite à poil. Et ça s'est bien installé à partir de là à peu près. Le problème quand on est à poil, par contre, outre le fait qu'on a froid, un petit peu comme aujourd'hui, même si on n'est pas à poil, c'est qu'on n'a pas d'attribut pour se reconnaître, à part des gros boobs ou un paquet. Et donc souvent, il y a débat pour savoir si c'est vraiment une statue d'Aphrodite ou si c'est une quelconque courtisane à poil. Bon, on peut quand même souligner quelques attributs qui sont décrits dans les textes mythologiques. Aphrodite est accompagnée de toute une série d'accessoires qui servent à amplifier encore plus sa beauté. Donc elle porte plein de bijoux en tout genre, qui sont souvent en or d'ailleurs, et qui augmentent sa radiance, et d'ailleurs on la qualifie souvent d'Aphrodite dorée. Ça vient pas uniquement de ses bijoux, c'est vraiment une aura qu'elle dégage. Elle porte parfois une couronne, et surtout, Homère décrit sa fameuse ceinture, qui d'après lui contient le désir, le sexe, les paroles séduisantes, bref, son pouvoir de peito, donc de persuasion. Elle est très souvent aussi associée à des guirlandes de fleurs, aux fleurs en général, la rose en particulier d'ailleurs. Et les fleurs c'est aussi quelque chose comme ça qui fait travailler les sens, aussi bien pour la vue avec la couleur que l'odorat avec l'odeur. Donc après il y a plusieurs poses typiques dans lesquelles on peut la retrouver, notamment la fameuse Aphrodite au bain qui est soit en train d'entrer, soit en train de sortir du bain. Elle est aussi très souvent en train de s'habiller ou de se déshabiller, et c'est par exemple le fameux type de l'Aphrodite calipige qui soulève son péplos pour qu'on voit ses petites fesses. Et quelles fesses? Qu'en penses-tu, Patapipe? Une des statues les plus célèbres d'Aphrodite, c'est l'Aphrodite dite Aphrodite de Cnide, mais qui est aujourd'hui perdue. Et donc là, vous avez une des copies qu'on estime être l'une des plus fidèles. Bon, et puis bien sûr, je vais pas m'y attarder, mais je vous ai quand même mis une image de la fameuse Vénus de Milo, qui est aujourd'hui au Louvre. Il est courant aussi de représenter Aphrodite dans un coquillage, donc rapport à la mer, tout ça, tout ça. Et j'aime bien cette statue où on voit Aphrodite avec le dieu Pan, qui est un dieu complètement lubrique, qui essaye donc de la prendre de force, et elle le menace avec sa petite sandale. Ah non, tu me touches pas, sinon je te tape avec ma sandale. On voit Eros aussi, qui essaye de la défendre. Et au fait, dans cette vidéo, j'ai caché un lien secret, donc il y a un bouton quelque part, faut que tu le trouves en cliquant dessus, qui te conduit vers une vidéo bonus, et c'est vraiment, c'est extraordinaire, ça vaut grave le coup. Et si vraiment tu trouves pas, je mets toujours un petit indice dans la barre de description en bas. Voilà, donc on a fini notre petit tour de l'Antiquité, et on voit déjà avec les Romains une Vénus qui se dessine, qui est un petit peu plus édulcorée que l'Aphrodite grecque, etc. Et on va voir que par la suite, c'est une image qui se renforce. Donc pour ce qui va suivre, je vais utiliser de manière indistincte les noms Vénus ou Aphrodite, pour les raisons que je vous ai déjà expliquées la dernière fois.
Donc pour l'après-antiquité, pour le relooking d'Aphrodite, je vous propose de parler d'abord de ce tableau de Botticelli, puisqu'il est extrêmement connu, c'est vraiment une image qu'on a en tête dès qu'on parle de Vénus ou d'Aphrodite. On y voit Vénus qui vient de naître, donc sortie des eaux, avec le coquillage comme certaines représentations antiques qu'on a vues tout à l'heure. On retrouve les fleurs, ici deux personnages, donc il y a Zéphyr qui est le vent d'ouest, qui souffle pour amener Aphrodite sur la côte, et sa femme Flore, d'où les fleurs, etc. Et Aphrodite ici est accueillie par une heure, donc une des heures, je vous avais dit qu'elle l'accueille à sa naissance, qui va tout de suite la couvrir parce qu'elle est nue, pudeur, tout ça, tout ça. Vous voyez qu'on a une Vénus assez pudique, voilà, très suave, douceur, charme, etc. Donc comme c'est un sujet mythologique, on peut la représenter nue, même si c'est vrai que c'est un peu érotique et c'est justement un prétexte, mais comme c'est la mythologie, les femmes à poil, on a le droit et on s'en donne à cœur joie. Quelques années après, dans les années 1550, c'est le Tintoret qui a fait un tableau intitulé Mars et Vénus, surpris par Vulcain. Donc il représente ce trio Vénus mariée à Vulcain qui le trompe avec Mars. Donc vous voyez ici Vénus et son mari Vulcain ici, qui arrive juste après, voilà, au bon moment quoi, en flag, et qui est en train d'effectuer un petit contrôle sympa. On check si tout va bien là-dessous. Derrière, dans un landau, on voit le petit Cupidon endormi. Et où est Mars, me direz-vous? Eh bien il est là. Il est là, comme un couillon caché sous la banquette là. Alors certains ont vu ce tableau comme une leçon de morale, une mise en garde contre voilà, les activités excessives de Vénus. Moi je rejoindrais plutôt l'interprétation de Daniel Arras, l'historien de l'art dont je vous ai déjà parlé là-dessus, qui montre qu'en fait c'est Vulcain qui est ridicule dans la scène parce qu'il est complètement subjugué parce qu'il est en train de regarder, il en oublie de chercher le coupable Mars, et il se rend même pas compte qu'il y a ici un petit chien qui a repéré Mars et qui est en train d'aboyer pour le signaler parce qu'il est complètement subjugué par la fente de Vénus. Parmi les textes rigolos qui utilisent Vénus, je voulais te montrer ce traité de médecine qui s'appelle La médecine de Vénus sans le médecin et qui t'apprend, c'est un petit guide pour savoir comment éviter ou se guérir de maladies vénériennes telles que la syphilis par exemple. C'est rigolo. Oui, donc là, l'allusion médecine de Vénus, voilà, c'est vraiment les maladies sexuellement transmissibles, quoi. Toujours dans les tableaux représentant Vénus, on a cette autre naissance de Vénus qui a été faite par le peintre Cabanel et qui date de 1863. C'est un exemple typique de la peinture académique de l'époque, avec vraiment une peinture facile qui remportait l'adhésion de tout le monde. Le thème mythologique est donc clairement un prétexte au nu, comme on l'a vu jusque là, et là on voit bien, voilà, la Vénus suave, douce, etc. avec les petits cupidons mignons. Elle est nue, ça peut être un peu érotique, mais comme c'est un sujet mythologique, on a le droit. D'ailleurs, la même année, toujours en 1863, c'est la sortie du Déjeuner sur l'herbe de Manet, où on voit des gens qui pique-niquent avec une femme nue, et qui avait fait scandale, alors que c'est une nudité aussi, mais comme c'était dans une scène quotidienne, pas mis en contexte avec une situation mythologique et pas avec un corps sublimé, etc., ça avait vraiment choqué. Et aujourd'hui, eh bien déjà Aphrodite ou Vénus, c'est un nom qui est vendeur. Donc il y a plein de boîtes, de maquillage, de cosmétiques divers et variés, de spa, de beauté, etc. qui utilisent ce nom pour faire vendeur. J'ai même trouvé une boîte de consulting, donc images personnelles, etc. Là. Donc voilà, donc c'est vraiment un nom qui est très utilisé d'une manière générale par le commerce. Les rasoirs par exemple pour commencer. Dans le cinéma évidemment, c'est aussi une icône. J'ai choisi un exemple pour une fois qui est pas une espèce de grosse dope commerciale et tout pour changer aussi. Un film de Terry Gilliam et qui s'appelle Les Aventures du baron Munchausen. Alors Terry Gilliam, pour ceux qui le savent pas, donc c'est un des anciens Monty Python, et donc là il nous raconte les aventures du baron de Munchausen qui vit moult péripéties, et entre autres il se retrouve dans la maison de Vulcain, le dieu forgeron, et bien sûr il y a une apparition de Vénus. Donc Vénus, ce n'est autre que la très belle Uma Thurman, et elle sort voilà toute nue dans ce coquillage, donc évidemment c'est un clin d'œil à la Vénus de Botticelli, là la référence est très claire. Donc il y a deux jeunes filles qui arrivent en volant pour la vêtir, donc peut-être les Grâces ou les Heures, donc voilà elle reste à ses côtés pendant la scène du film. Vénus, en Uma Thurman, qui est quand même méga bonne, il faut bien le dire, séduit le baron, mais Vulcain est là aussi. Alors Vulcain, il est bien représenté comme une grosse caricature qui bave devant sa femme, tout laid, tout moche, etc. Vénus va danser avec le baron, l'embrasse à un moment. Bon, elle est effectivement dans la séduction, etc. Mais ça reste assez gentil, c'est pas trop sexuel, c'est plus la beauté qui te fait tomber la mâchoire, etc. Mais avec quelque chose d'un peu candide, un peu édulcoré, encore une fois. C'est très Vénus de Botticelli.
Alors certes son mari s'énerve après elle, rentre dans une colère noire et chasse le baron et toute sa suite, mais Vénus s'en tire, voilà, avec des petits sourires, etc., des blagounettes comme d'habitude. Toujours pour rester dans des trucs de qualité, je vous signale aussi le single de Björk, Venus as a Boy, qui est vraiment très cool. Alors le clip montre pas du tout une Vénus, etc., c'est plus dans les paroles que ça se passe, et ça parle d'un amour sexuel et charnel entre un homme et une femme. Björk quand même, qui est un peu en elle-même, c'est une sacrée Vénus quand même, hein, on peut le dire, hein. Elle est pas moche, c'est pas un boudin. Bon allez, ok, je vous parle d'un truc pourri. Il y a une série qui s'appelle Valentine, c'est une série américaine qui est pas sortie en France et qui s'est arrêtée d'ailleurs, donc ça présage un peu de sa qualité, qui parle donc de la famille d'Aphrodite qui s'est installée sur Terre pour vivre parmi les mortels. Donc elle s'est installée à Los Angeles, parce que oui, pour les Américains, soit ça se passe à Los Angeles, soit ça se passe à New York, of course. Et donc, ces dieux qui se sont installés parmi les mortels, ils essayent de se reconvertir dans une activité terrestre, et donc ils ont pour but de former et déformer des couples, etc. Ce qui est rigolo, c'est que la famille s'appelle Valentine. Donc Valentine, ça a une référence à la Saint-Valentin. Alors certes c'était une fête païenne récupérée ensuite par l'église, ok, mais c'est quand même pas vraiment une référence au polythéisme grec. En tout cas pas aujourd'hui, je pense pas. Donc il y a un mix, voilà, un peu de tout ce qui est l'amour en général, hein, c'est pas grave, on met tout dans le même sac. Et d'ailleurs Aphrodite, elle porte le nom de Grace Valentine dans la série, donc Grace, hein, les grâces, tout ça, tu vois, l'amour, la beauté, tout ça. Ce qui est marrant, c'est qu'elle est mariée à Arès, qui s'appelle autrement, enfin ils ont tous des noms autrement, mais bon bref. Donc en gros c'est Arès, et elle a une histoire extra-conjugale avec son ancien mari Héphaïstos. Donc c'est le schéma retourné, hein, finalement. Et elle a aussi un fils, hein, donc qui correspond à Eros et qui est un méga chaud du cul, coureur de lapin, etc. Coureur de lapin. Merde. Chaud lapin, coureur de jupe. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Nous, il est plus que temps qu'on rentre parce qu'il pleut à mort. Surtout, si vous avez aimé, partagez parce que c'est ce qui nous aide le plus à nous donner de la visibilité. Et on est super content de voir la chaîne grandir de plus en plus. C'est très positif. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous avez les news de la chaîne, diverses interviews, photos et autres joyeuseries. Et on se retrouve très bientôt pour une autre histoire.